23 h sur RT1. Madame, monsieur, bonsoir. Suivons ensemble le sommaire de ce journal. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle présente au vice-président de la République le rapport d'activité 2022. C'est un point sur la situation de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire et de la régulation de la ACA. Un rapport articulé en 11 points qui fait aussi cas du nouveau cadre légal de régulation et de ses implications. Le lancement du programme dénommé Travaux à haute intensité de main-d'œuvre, dit TIMO. L'édition 2023 sera portée sur plus de 15 000 jeunes en Côte d'Ivoire, allant de 18 à 40 ans et qui sont en situation de vulnérabilité. Et actualité au Sénégal, les tensions persistent au lendemain de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. L'opposant est condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Les heures après le verdict, des troubles ont été enregistrés à Dakar et à Ziguinchor, la ville dont il est le maire. Bienvenue à tous. La situation de l'audiovisuel et de la régulation de ce secteur en Côte d'Ivoire a été présentée au vice-président de la République. Le rapport d'activité de l'année 2022 articulé en 11 points qui fait aussi cas du nouveau cadre légal de régulation et également de ses implications dans notre pays. Le document exposé par son président René Bourgoin présente un paysage audiovisuel ivoirien diversifié, évolué et aussi riche, suivant ce compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Le rapport d'activité de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, au titre de l'année 2022, sous toutes ses facettes. Document présenté ce jeudi 1er juin 2023 au vice-président de la République Thiemo Komélié-Koné. En tant que tutelle, c'est au ministre de la Communication et de l'Économie numérique qu'est revenu le privilège d'éclairer sur le sens de la cérémonie de remise. La cérémonie de remise de rapport d'activité s'inscrit dans une tradition républicaine qui veut que certaines institutions et autorités administratives indépendantes présentent un rapport annuel à Monsieur le Président de la République. La ACA, selon les dispositions de l'article 34 de la loi 2017-868 du 27 décembre 2017, portant régime juridique de la communication audiovisuelle, tel que récemment modifié le 20 décembre 2022, bénéficie de ce privilège. Il y a donc un véritable changement de paradigme à opérer. Dans ces conditions, l'habilité du régulateur, qui nous plaît de qualifier de juge de paix, prend tout son sens dans un écosystème dont les frontières deviennent de plus en plus indéfinies quand elles ne disparaissent pas complètement en rajoutant à la complexité de la tâche. Le rapport d'activité 2022 de la ACA, ici présenté, s'articule autour de 11 points. Bien que tous ces 11 points revêtent une importance certaine, il nous paraît opportun, Excellence Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, de n'en évoquer ici que 6, à savoir le nouveau cadre légal de régulation et ses implications, la présentation du paysage audiovisuel, les saisines et autosaisines, la gestion de la bande FM, le contrôle du pluralisme, les relations de collaboration et de coopération. Dans son approche de la régulation, l'ACA met l'accent principalement sur l'encadrement et la sensibilisation des opérateurs audiovisuels. Il s'agit pour nous d'accompagner les opérateurs audiovisuels dans la mise en œuvre de leurs obligations, les sanctions n'intervenant qu'en cas d'absolue nécessité. Au regard de ces données, nous pouvons affirmer que des efforts considérables ont été faits au cours de l'année 2022 par les médias audiovisuels en vue du respect de leur cahier des charges. Le vice-président de la République, Thiemo Komélié-Koné, tout en saluant le document fourni par la ACA, se dit convaincu que les réflexions permettront de garantir la liberté pour tous. Le secteur de la communication audiovisuelle dont vous avez en charge la régulation est par essence et par définition celui qui garantit et organise la liberté d'expression, principe si cher à notre pays et particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara. Et je voudrais indiquer que
Il y a de cela 3 décennies, alors qu'il était encore Premier ministre de feu, le président Houphouët-Boigny, il a fortement contribué à l'avènement en Côte d'Ivoire d'une presse écrite et audiovisuelle libre et plurielle. Cette importante contribution avait d'ailleurs conduit certains acteurs de ce secteur à parler à ce moment-là du printemps de la presse ivoirienne. Après son accession à la magistrature suprême de notre pays et sous son leadership, cette libéralisation s'est poursuivie dans le domaine de la télévision. C'est sous cette impulsion que pour la première fois en Côte d'Ivoire, 4 chaînes de télévision privées commerciales peuvent désormais émettre aux côtés de celles du service public. L'ensemble de ces chaînes nationales, autorisées et encadrées par la ACA, constitue une fierté pour tous, par la qualité et la diversité de leur contenu, qui participent au rayonnement de la Côte d'Ivoire, tant au plan national qu'international. La présentation qui a été faite par M. le Président de l'ACA montre que notre pays dispose d'un nouveau paysage audiovisuel riche et diversifié, qui contribue fortement à attirer un public, des partenaires et des téléspectateurs de plus en plus exigeants. Et le vice-président de conclure en indiquant que la ACA saura relever les défis comme elle l'a toujours fait, en garantissant l'accès équitable des candidats aux antennes des médias audiovisuels lors des élections municipales et régionales prévues le 2 septembre 2023. Voilà ainsi le bilan de l'exercice 2022 de la ACA qui, par son rôle de régulateur des médias, a aussi pour vocation de garantir et d'encadrer la liberté d'expression et d'opinion dans notre pays. Dans le secteur privé, les startups numériques font bouger l'économie ivoirienne et le gouvernement a décidé de mesures d'accompagnement en plus pour davantage favoriser leur éclosion, une initiative soutenue par l'Assemblée nationale. Le projet de loi proposé à cet effet a été adopté par la commission Sciences, Recherche, Technologie et Environnement de l'Assemblée nationale. Moussa Konaté. Les startups numériques bientôt encadrées par une loi, un dispositif afin de faciliter les activités de ces entreprises innovantes. Il s'agit pour l'État de Côte d'Ivoire de favoriser le développement des startups numériques à travers des mesures incitatives d'ordre fiscal, douanier et administratif. Le manque de moyens en financement et accompagnement est un frein à la création et à l'atteinte des objectifs d'un nombre important de startups numériques. Conscient du rôle important des startups numériques dans l'économie nationale, le gouvernement de Côte d'Ivoire entend les accompagner en mettant en place un cadre stratégique, institutionnel et juridique propice à leur développement. Le présent projet de loi, s'inscrivant dans une démarche entièrement consultative et inclusive, a pour objet de mettre en place un cadre incitatif spécifique à la création et à la promotion des startups numériques en Côte d'Ivoire et de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement idoine. Le projet de loi portant promotion des startups numériques présenté par le ministre Amadou Coulibaly est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Ce projet de loi vient régler un vide qui existait, vide dans lequel ces startups évoluaient, pour leur permettre d'exister véritablement et de sortir de cette forme d'informel dans laquelle ces startups existaient. Aujourd'hui, avec l'adoption de ce projet de loi, nous pensons que nos startups gagnent en force et ont tout l'encadrement nécessaire pour pouvoir attaquer des marchés au-delà de la Côte d'Ivoire. Le texte prévoit également la création d'un comité de labellisation. L'organe sera chargé de la validation et le contrôle du label Startup. Le secteur du numérique est aussi en pleine réforme. Dernier changement en date, le lancement de nouvelles plaques d'immatriculation.
Une plaque d'une qualité supérieure et aux normes internationales. Et pour le ministère des Transports, c'est un nouveau système d'immatriculation qui vient résoudre les difficultés liées aux fausses plaques d'immatriculation en circulation et qui sont traquées par les autorités. Suivant ce reportage de Khalid Diomandé et Sephora Zegui. 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres et un code QR. Ce sont là les caractéristiques des nouvelles plaques d'immatriculation qui seront désormais apposées sur les véhicules en Côte d'Ivoire. La pose symbolique est faite sur l'un des autobus de la Sotra par le ministre des Transports. Amadou Koné précise que la venue de ces nouvelles plaques n'a aucune incidence sur le prix de vente et la validité des plaques d'immatriculation actuelles qui seront appelées à disparaître progressivement en cas de détérioration. En adoptant ce nouveau système d'immatriculation, l'État ivoirien veut se conformer aux standards internationaux et surtout juguler certains problèmes. Ce nouveau système vient résoudre la question des fausses plaques d'immatriculation en circulation, et elles sont nombreuses malheureusement, de doublons en ce qui concerne les numéros d'immatriculation, mais également de faire en sorte que soit attribué un numéro à un seul véhicule ayant un seul propriétaire. Dans cette réforme, ce qui apporte le plus de satisfaction aux transporteurs, c'est l'instauration d'une plaque spécialement dédiée aux véhicules de transport de passagers et de marchandises. Elle se distingue de celle des voitures personnelles par un éléphant de couleur rouge. Il faut différencier les choses. Parce qu'il y en a qui prennent les véhicules du personnel pour faire du transport. Donc, on ne sait pas qui fait du transport, qui ne fait pas du transport. Voilà pourquoi nous soutenons le ministre pour cette réforme. Nous pensons qu'avec la mise en route donc, de cette opération, les plaques seront délivrées très rapidement, elles seront solides, elles seront infalsifiables et elles permettront véritablement de sécuriser et le matériel du transporteur et donc la population qui est transportée. La digitalisation est aussi l'une des innovations majeures du nouveau système, optimisant ainsi la gestion des plaques d'immatriculation et le suivi en temps réel des véhicules. Avec tous les documents requis, le ministre de tutelle indique que la plaque d'immatriculation est désormais délivrée dans un délai maximal de 48 heures. Et c'est reparti pour l'édition 2023 du programme TIMO. Cette année, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre viennent en appui au programme jeunesse du gouvernement. L'initiative met en activité les jeunes sur une durée de 6 mois afin de leur permettre de générer des ressources nécessaires à une activité rémunératrice. Et pour cette année, le programme cible 15 900 jeunes de 18 à 40 ans et pouvant justifier d'une situation de vulnérabilité. Suivant ces explications de Walter Amadou Ouattara. Lancés en 2012, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO ont permis d'insérer 4 816 jeunes l'année dernière pour un appui financier de 580 millions de francs CFA. À ce lancement de l'édition 2023, des bénéficiaires témoignent. Projet TIMO, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de me prendre en charge. Avant le projet TIMO, je ne faisais rien. Aujourd'hui, je vends de l'arachide et des croquettes. Dans le mois, si j'ai fait les dépenses et autres, ce que je peux enlever à manger, tout et tout, je peux épargner au moins 10 000 comme ça. Face à l'opportunité offerte, les élus locaux partenaires clés de TIMO exhortent les jeunes à y adhérer massivement, l'inscription étant gratuite. Aux jeunes, je les invite donc à se faire enrôler. Il ne faut pas qu'ils aient peur, il ne faut pas qu'ils aient honte, il ne faut pas qu'ils soient complexés. Dans la vie, on peut partir de très bas et puis devenir un homme prospère. Vous comprenez donc l'engouement des maires. Nous sommes plus d'une centaine présents dans cette salle. Je vous invite à persévérer dans l'effort car la réussite du PJGouv permettra, nous en sommes convaincus, de donner une seconde chance à de nombreux jeunes dans nos communes. 6 mois durant, 15 900 bénéficiaires participeront à des travaux d'intérêt public. Ils vont percevoir 35 000 francs CFA chaque mois. 2 ministres apportent leur contribution pour le succès de ce projet qui est en phase avec les objectifs fixés par le programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025. Nous sommes en train de déployer sur le terrain, à l'intérieur du pays, nos brigades d'assainissement et de salubrité. Et nous avons besoin de jeunes gens qui soient membres de ces brigades à réorganiser l'activité de collecte des ordures ménagères
en instituant une phase de pré-collecte mieux organisée que ce qui se fait aujourd'hui. Et ça pourrait être aussi un point d'application des programmes de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, je m'en voudrais de ne pas vous inviter à souscrire à la couverture maladie universelle pour vous soigner. Je m'en voudrais également de ne pas vous exhorter à souscrire au régime social des travailleurs indépendants pour vous assurer des revenus de remplacement au moment où vous irez à la retraite. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, insiste sur l'égalité des chances que proposent les TIMO aux jeunes âgés de 18 à 40 ans. L'égalité de chances est une priorité du chef de l'État. Tous les jeunes dans nos communes, dans nos sous-préfectures, quelles que soient leurs conditions sociales, ethniques, politiques, doivent accéder à ces programmes avec une chance égale. C'est à cette seule condition que nous allons garantir le succès donc, de ces programmes. Demandons aussi aux jeunes, au-delà donc de l'appel que je viens de lancer, surtout à ceux qui ont déjà été bénéficiaires, continuez à témoigner, continuez donc à informer vos camarades. Après ce lancement officiel, est ouverte la phase des inscriptions à partir du site internet de l'Agence Emploi Jeunes et auprès des mairies sur l'ensemble du territoire national. Le début des activités est prévu pour le mois de juillet prochain. Et nous parlons à présent de cet autre point important de notre actualité, la météo. Nous retombons dans la grande saison des pluies. Depuis quelques jours, nous pouvons remarquer une grande concentration des nuages matérialisés par une forte pluviométrie. Et certaines zones enregistrent même une montée des eaux. Pluie en excès, la vigilance est de mise. Nous vous proposons le point de cette journée. C'est avec Alexis Ouedraogo. La grande saison des pluies est là. Pour les mois de juin et juillet, de fortes précipitations sont annoncées avec des risques importants d'inondation. Du 1er au 2 juin, de denses nuages accompagnés d'orages ont apporté des pluies sur le district d'Abidjan et des villes intérieures. Des postes pluviométriques dans les communes d'Abidjan enregistrent des quantités de pluie dépassant le seuil critique, susceptibles donc de générer des inondations, avec des pics dans les communes d'Abidjan Sud, Marcory, Treichville et Port-Bouët. Et les projections annoncent 350 mm de pluie pour le centre, contre 865 mm de pluie dans le littoral sud. Face à ces prévisions, les autorités sont en alerte. Vigilance jaune sur les régions du Folon, Kabadougou, Bagoué, de l'Indéné-Douablin, de la Mé, de la Nébi-Tiassa, ainsi que le district d'Abidjan. Selon la Sodexam, cette nuit, des passages nuageux accompagnés de pluies parfois orageuses persisteront sur les régions du littoral. Et voilà, donc la grande saison des pluies est bien installée et la Sodexam l'annonce depuis déjà quelques mois. Elle annonce de fortes intempéries pour cette année et même si des dispositions sont prises contre les inondations et glissements de terrain, ils peuvent arriver ces dégâts à tout moment. Les zones les plus exposées ont été déguerpies dans les quartiers. Les caniveaux sont curés et des ouvrages pour drainer les eaux pluviales sont également construits. Le gouvernement met tout en œuvre pour éviter d'exposer les populations aux dégâts des eaux. Une batterie d'actions que présente Grace Kando pour le dossier Vidici. Forte pluie à Mosikro, sous-quartier de la commune d'Atekoubé. Quand il pleut, on n'est pas en sécurité parce qu'on est en bas des collines. Quand l'eau remplit, ça déborde dans les maisons. Quand ça remplit dans les maisons, on a la difficulté. Pour se coucher, ça dérange tout le monde. Le quartier, c'est dangereux. Mais comme on n'a pas les moyens, on est obligé de faire avec. La Sodexam annonce pour cette saison de pluie 2023 des quantités importantes de pluie. Nous avons commencé avec des petites pluies depuis le mois de mars. Et aujourd'hui, en mai, juin, nous rentrons vraiment dans les périodes critiques. Plus particulièrement, le mois de juin serait le pic de la saison des pluies. L'État a attendu pour cette année des quantités de pluie excédentaires supérieures à 850 mm de pluie sur mars à juillet. En comparaison par rapport à l'année dernière qui a eu 1116 mm de pluie pour la même période, nous serons une période excédentaire en quantité de pluie supérieure à la moyenne qui est de 850 mm de pluie sur les 3-4 mois donnés.
éviter des situations de catastrophe émanant des éboulements, glissements de terrain et autres phénomènes liés à la saison des pluies à travers le district, des volontaires dont cette association mise sur la sensibilisation. Et nous sommes là aujourd'hui pour leur dire qu'en cas de pluie, il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des éboulements. Et pour des personnes vivant des zones à risque, nous sommes passés là pour les sensibiliser et leur demander simplement de quitter ces lieux. Des actions qui cadrent avec la vision du gouvernement. Pour cette saison, un slogan « Opération saison des pluies, 0 victime c'est possible », accompagné d'actions fortes, notamment le déguerpissement. Cette année, il y a 25 nouveaux sites à risque identifiés par les communes. Ce sont ces sites-là qu'on a déguerpis cette année. Et les travaux de curage vont continuer, même pendant la saison des pluies, pour nous assurer qu'on réduit les risques vraiment d'inondation et pour éviter, n'est-ce pas, les pertes en vies humaines. Nous avons sensibilisé beaucoup avec les mairies. L'ONAD a fait la sensibilisation, l'Office national de protection civile a fait la sensibilisation dans toutes les langues. Après, on a envoyé des mises en demeure, on donne un délai aux gens pour partir. Mais ceux qui ne partent pas au bout de ce délai n'ont pas d'autre choix que de recourir à la force. À cela s'ajoute l'opération pré-saison lancée depuis quelques mois, une initiative de l'Office national de l'assainissement et du drainage qui consiste à curer les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. C'est une opération qui se déroule dans tout le district d'Abidjan. L'entretien des ouvrages a lieu en permanence sur toute l'année. Tous les ouvrages de drainage des eaux pluviales sont pris en compte dans cette opération. Aussi bien les grands comme les bassins tampons que vous voyez au carrefour de l'Indénié, comme les barrages de Créteurs, comme par exemple celui de Bonoumen, de la Palmeraie derrière le 35e. Tous ces ouvrages-là sont des ouvrages qui sont conçus et réalisés pour gérer les eaux de pluie. Le gouvernement ne baisse pas la garde, il entreprend plusieurs actions. Avec le financement de la Banque mondiale, il a obtenu 155 milliards de francs CFA pour la construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. La commune d'Abobo bénéficie à elle seule de plus de 7 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine PARU. 7 km de canaux primaires et qui permettent aujourd'hui, en tout cas, de limiter au maximum le risque d'inondation. Et 7 km pour pouvoir évacuer 84 000 m3 d'eau de pluie par heure. Et ce qui permet de mettre à l'abri, en tout cas, toutes les populations riveraines. Et en plus, la série, c'est d'ajouter l'embellissement de tout ça, qui permet d'avoir un aménagement paysager urbain et qui donnera de la valeur vraiment au quartier et aux zones d'habitation. Des travaux qui réjouissent les populations de ce quartier. L'eau était beaucoup, on ne peut pas passer, on fait grand tour pour passer sur la route, pour partir, pour sortir. Maintenant, comme ils ont bien fait, même s'il n'y a plus, on peut passer. Quand il pleut actuellement, on constate que l'évacuation se fait de façon normale. Et on sent véritablement la sécurité. Les eaux arrivent à évacuer facilement. De gros investissements injectés dans la construction de ces ouvrages, c'est pourquoi le coordonnateur du PARU appelle les populations à plus de civisme. Nous en appelons aux populations, à nos concitoyens, de changer de comportement. Les canaux qui sont là ne sont pas faits pour reverser les eaux usées ni les ordures ménagères. Et donc, il faut que chacun puisse avoir un assainissement autonome afin d'éviter les rejets des eaux usées dans ces canaux et leur permettre de jouer leur rôle qui est celui d'évacuer les eaux de pluie et de les protéger contre les inondations. Ces ouvrages permettront l'évacuation de 184 m3 d'eau par seconde, permettant ainsi le drainage de toutes les eaux de pluie qui tombent dans les sous-bassins versants des quartiers d'Agoueto et d'Ndotré à Nkwakouté. La Côte d'Ivoire continue son combat contre les dégâts des eaux en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire positionne son expertise en matière de météorologie. Daouda Konaté, le directeur de la météorologie nationale de la Sodexam, hisse le pays à la tête de la vice-présidence de l'Organisation météorologique mondiale. Il a été élu à ce poste par acclamation et à l'unanimité pour la mandature 2024-2027, aux côtés de l'émirati Dr Abdullah Al-Mandous, lui élu au poste de président de l'OMM. Et cette période de grande pluie en Côte d'Ivoire ouvre aussi la saison de promotion de l'environnement, dont la journée mondiale sera commémorée le 5 juin prochain
sur la réflexion sur la solution de la pollution plastique. Le ministre de l'Environnement illustre en amont cette journée mondiale avec la visite d'une usine qui traite et recycle les déchets plastiques en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Koumassi, zone industrielle, nous sommes dans une usine spécialisée dans la fabrication de produits plastiques. Au sein de cette entreprise existe une unité de recyclage des déchets plastiques. De quoi intéresser le ministre Jean-Luc Assis qui entreprend une visite de terrain. Ici, 20 000 tonnes de déchets sont transformées par an. Pour nous, l'économie circulaire est un pas très important dans notre process de production. En 2022, on a connu une crise volatile sur les matières premières. Les prix des matières ont explosé. Et même sur le transport maritime. Donc, hormis, nous avons les matières premières localement disponibles. Donc, c'est ce qu'il faut encourager à pousser, à éviter d'importer des matières premières, les ramasser, les collecter localement, les transformer et en refaire des produits dérivés. Cette visite du ministre Jean-Luc Assis s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin prochain à Abidjan autour du thème « Solution à la pollution plastique ». Au regard donc de ce thème, il était important pour nous de voir quelles sont les innovations et quelles sont les initiatives au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons choisi donc une société qui recycle les plastiques. Nous sommes émerveillés de voir ce qui est en train de se passer ici. Les chaises, les seaux, les bâches, etc. sont faits à base donc de déchets plastiques. Et donc rien ne se perd. Et c'est ça, je voudrais encourager donc de cette société qui est vraiment une société qui nous a donné quelques solutions qu'on pourrait avoir par rapport donc aux déchets plastiques. Le ministre Jean-Luc Assis a aussi évoqué l'incivisme des populations quant à la gestion des déchets plastiques. Lorsqu'on jette un déchet plastique dans la rue, naturellement ça se retrouve donc dans les caniveaux. Et quand ça se retrouve dans les caniveaux, avec une pluie, ça se retrouve dans la lagune, dans nos eaux, dans nos cours d'eau. Le plastique, en tant que tel, lorsqu'il devient un déchet, il devient toxique. Et donc quand il se retrouve dans nos eaux, il a un impact sur la biodiversité. Il est important pour nous d'avoir donc un acte d'éco-citoyen. Et cette posture donc d'éco-citoyenneté doit être développée dans toutes nos villes. D'autres visites de ce genre sont prévues par le ministre de l'Environnement et du Développement durable pour toujours promouvoir l'économie circulaire en Côte d'Ivoire. Nous partons à présent à Accra, au Ghana, où se tient en ce moment une rencontre sur le cacao, une rencontre du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire. Une 4e session pour davantage valoriser le cacao et également défendre une meilleure rémunération des producteurs. Les enjeux de cette rencontre sont rapportés dans ce rapport de Lansine Bakayoko depuis le Ghana. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est un partenariat entre les deux pays destiné à obtenir des prix rémunérateurs pouvant améliorer les moyens de subsistance des producteurs de cacao. À cette 4e réunion du comité de pilotage de l'initiative à Accra, plusieurs points liés à l'organisation structurelle et à l'opérationnalisation efficiente de l'initiative ont été abordés, mais aussi les sujets relatifs à la mise en œuvre efficace du différentiel de revenus décent, une prime de $400 par tonne payable aux producteurs et le suivi du pacte économique. Ils ont joué sur cette prime pour diminuer le différentiel de revenus décents. Mais nous sommes restés très vigilants et solides en ce qui concerne les deux pays. Nous avons mis en place des comités techniques qui travaillent de manière à pouvoir trouver des solutions pour que le marché intègre définitivement le DRD et de manière à mieux payer le planteur. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, qui préside le comité de pilotage, appuyé par son homologue ghanéen Brian Achampong, a réitéré le souci des deux chefs d'État de garantir un mieux-être aux producteurs de cacao. C'est le lieu de vous féliciter pour le travail abattu en si peu de temps pour faire progresser la vision de notre organisation et également des résultats déjà tangibles en ce qui concerne la stabilité du marché, l'amélioration des prix et
la forte valeur du cacao. Malgré les résultats encourageants, Kobena Kwasi Adjumani en appelle à l'élargissement du front de la lutte avec les autres pays producteurs africains. C'est la raison pour laquelle je voudrais encourager l'intégration du Cameroun et du Nigeria dans cette union. D'ailleurs, dans cette perspective, ces deux pays ont été invités à notre dernière réunion à Abidjan. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus de 60% de l'offre mondiale du chocolat, avec 3 millions de tonnes de fèves. Nous sommes au deuxième jour de la période désignée pour le contentieux électoral. Les populations ivoiriennes enrôlées sur la liste électorale devront jusqu'au 10 juin vérifier les données enregistrées par la commission électorale indépendante. Je vous propose le constat de nos reporters sur l'activité de cette deuxième journée au sein des bureaux des commissions locales installées un peu partout dans le pays. On fait le point avec Angela Diallo et Sidonie Davila. Ce 1er juin marque le début de la phase de réclamation et du contentieux de la liste électorale. Dès l'ouverture, Mylène et Marie-Catherine se rendent au plateau vérifier qu'elles sont bien inscrites sur la liste électorale. Si les informations personnelles de Marie-Catherine sont correctes, ce n'est pas le cas pour Mylène. Il y a une erreur sur mon lieu de naissance lors de l'enrôlement. Donc je suis venue, on m'a demandé de faire la photocopie de ma pièce et il a rempli les papiers, il m'a donné un récépissé. Depuis ce matin, il n'y a vraiment pas eu d'affluence. Peut-être que comme c'est le premier jour, nous sommes habitués, même pendant l'enrôlement, c'était comme ça les premiers jours. Après, quand les jours suivent, les gens viennent au fur et à mesure. On a eu juste quelques cas que nous allons nous forcer à régler parce qu'il faut que tous les Ivoiriens participent au vote. La CEI a procédé à l'affichage des listes électorales provisoires dans tous les centres de vote. Ce vendredi matin, au deuxième jour du contentieux, Sanfo est au lycée moderne technique du Maou. Je suis venu voir s'il n'y a pas d'erreur sur ma date de naissance, sur mon nom, tout ça. J'invite les citoyens ivoiriens à venir faire comme moi. C'est un début assez timide dans les bureaux de la CEI. Mais cette phase de réclamation et du contentieux va durer 10 jours. En cas d'erreur constatée, les électeurs sont invités à se rendre dans les commissions électorales locales munies des pièces justificatives. Les données à caractère personnel peuvent être aussi vérifiées par téléphone étoile 919 dièse ou sur le site de la CEI www.cei.ci. L'activité politique enregistre également de nouvelles adhésions au RHDP. Il s'agit de 75 docteurs adhérents au RHDP. Éric Goré nous rapporte la cérémonie d'adhésion. Ces nouveaux militants du RHDP ont quelque chose en commun et de particulier. Ils sont tous titulaires du doctorat dans différents domaines. Fraîchement présentés, ils sont aptes à apporter leur contribution au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Des engagements pris en présence du professeur Adama Diawara, parrain de cet événement. Une décision volontaire concrétisée au siège du parti des oufouettistes. Le président Alassane Ouattara fait le job des Ivoiriens. Le RHDP, qu'on le veuille ou non, était parti rassembleur. Ces docteurs-là représentent toute la diversité ivoirienne. Donc, monsieur le ministre, nous sommes vos soldats. Nous sommes déterminés. Nous attendons que le mot du parti pour nous mettre en marche. Considérez dès aujourd'hui notre engagement total au RHDP. Le professeur Adama Diawara, membre du directoire du RHDP, salue cette décision en précisant que l'adhésion de ces militants au RHDP n'est pas un passeport pour rentrer dans la fonction publique. Ils sont arrivés par conviction, pas du tout par opportunisme. Et cela est lié au fait que depuis l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à la tête de l'État du Côte d'Ivoire, beaucoup a été fait pour l'ensemble de notre dispositif éducatif, mais particulièrement pour notre sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique. Et cela est donc de nature à attirer
au RHDP la plupart de ces docteurs-là. Bon, il ne faut pas faire de confusion. Ce n'est pas parce qu'il y a des docteurs non recrutés qui adhèrent au RHDP qu'automatiquement ils seront recrutés. Ils sont soumis au même concours que tous ceux qui ne sont pas RHDP. Parce que là, il s'agit de la gestion de l'État. Le concours, il est républicain. Le professeur Adama Diawara fait ainsi la part des choses entre les affaires du parti et le fonctionnement de la République de Côte d'Ivoire, comme le souhaite de tous ses voeux le président Alassane Ouattara. Les candidats aux prochaines élections locales sont en cette saison dans les zones convoitées pour présenter leur candidature aux populations. La commune de Cocody, Georges Alain Blé est candidat indépendant au municipal. Il invite à voir Cocody autrement, selon ce reportage de Angela Diallo et Sidoine Davila. Cocody autrement, un projet novateur pour les jeunes et habitants de la commune. Initié par Georges Alain Blé, ce projet est axé sur plusieurs thématiques, à savoir la santé, l'urbanisme, l'employabilité des jeunes et la formation. Aussi, le futur candidat aux élections locales envisage-t-il de travailler avec l'Ordre des architectes pour améliorer l'architecture de la commune de Cocody. Je voulais faire connaître le projet dans son entièreté, discuter avec la presse, recevoir quelques invités pour partager la vision que nous avons pour Cocody. Donc lorsqu'on vient, on ne vient pas avec la bannière politique forcément, mais on vient avec une vision. Et la vision que nous avons pour Cocody, ce Cocody autrement là, c'est de dire voici ce que nous sommes capables de faire pour redonner au visage de la commune un visage emblématique. Avec pour ambition de représenter la commune de Cocody aux élections locales à venir, Georges Alain Blé, candidat indépendant, aspire à une politique municipale audacieuse, innovante et moderne. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont prévues pour le 2 septembre prochain. Et nous venons à l'actualité internationale au Sénégal où les tensions persistent au lendemain de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. L'opposant est condamné pour corruption de la jeunesse. Les heures après le verdict, les troubles ont été enregistrés à Dakar et Ziguinchor, la ville dont il est le maire. Des affrontements ont fait 3 morts hier dans cette ville. De nombreux édifices régionaux de l'État et des écoles ont été saccagés. C'est la fin de cette édition d'information. Nous vous souhaitons un excellent week-end sur RTI1.